Ah, si vous voulez participer au repas, ben, ma foi, il faut remplir. Vous êtes les bienvenus. Je vous requis plus roux, mais enfin, bon, vous êtes dans le plus beau village. Vous êtes dans le plus beau village de la commune de Tincquigny, c'est bien connu. Les révérends Père Prem, j'en ai déjà parlé, ils disaient toujours que c'était le plus beau village du monde. Je ne sais pas si c'est du monde, parce que je n'ai pas fait beaucoup de villages dans le monde. Mais en tout cas, de la commune, certainement. C'est bien malheureux que l'urbanisme laisse faire de temps en temps quelques cassines horribles, comme en descendant là-bas un peu au-dessus. Bon, je vais vous parler un petit peu. Là-bas dans le fond, on ne le voit pas d'ici, mais s'il n'y avait pas la broussaille, on le verrait. Il y a le moulin de la Hache. Moulin qui est déjà cité en 1344. Il appartient à cette époque-là à une madame Marguerite de Lorraine, qui le cède au seigneur de Villemont. Après la Révolution, je ne vais pas vous citer tous les seigneurs de Villemont, forcément il y en a beaucoup trop. Après la Révolution, le moulin appartient à la famille d'Annetan de la Traperie, qui se marie avec la dame d'Annetan de la Traperie se marie avec un Duhart. Et par héritage, elle arrive à Angélique Duhart, épouse de Bonhomme. Donc de Bonhomme, c'est ceux qui étaient propriétaires du château de Rouvroy, où c'est maintenant l'hospice à Rouvroy. Bon, je vais vous citer 2-3 bricoles comme ça en passant. La baronne vendra le moulin à monsieur Ziegler, un Suisse, fin des années 1800. Il revendra en 1926 à monsieur Besselin. C'est toujours des Besselins qui en sont propriétaires. Il venait de la région d'Oufalis, il a acheté le domaine, ce qu'il y avait autour, et le moulin à cette époque-là pour 40 000 francs. C'est un très bon moulin, parce que c'est un moulin avec un bon débit fort régulier, contrairement aux moulins qui sont sur la soie, des histoires comme ça, où l'eau monte ou l'eau descend en fonction de la saison. Ici, il y a un petit ruisseau qui court tout le long de la butte que vous voyez là, et qui alimente ce moulin en question. Donc c'est un moulin qui pouvait moudre toute l'année. Très important pour les meuniers, évidemment, d'avoir un bon débit pour faire marcher leur moulin. Pendant la guerre de 40-45, le moulin a moulu jusqu'à 60 000 tonnes de grains. Mais bien entendu, ça fait un paquet, mais c'était la guerre. Hein. Les gens venaient en douce pour ne pas payer la taxe pour les Allemands. Et en 1954, le dernier moulin, le dernier meunier, son prénom, Justin Besselin a arrêté complètement les activités. Maintenant, sa veuve est morte il y a quelques années, c'est un petit-fils qui a repris, je ne sais pas ce qu'il va en faire, il va peut-être faire du grain, on ne sait jamais. C'est à la mode maintenant tous ces trucs-là, donc ça pourrait arriver, ou faire je ne sais pas quoi, enfin il va faire sa maison d'habitation. Bon, maintenant, vous pouvez aller vous promener, monter les côtes et redescendre les choses. Hein. Et je vous attendrai à la ferme de la Vieille Hache, je vous en parlerai. Si on n'est pas trop près, je n'ai assez de vous. C'est bon, alors. se sentait. C'est bon, non, je ne marche pas. Il ne peut rien, Jacques. Peut-être qu'ils ne sont jamais venus. S'il n'y avait rien avant, ou alors on suppose qu'il y avait peut-être quelque chose à l'époque gallo-romaine, mais on n'a jamais rien retrouvé vraiment qui assure que ce soit quelque chose de gallo-romain, ou même du médiéval, on n'a pas trouvé grand-chose. Ce qui est sûr, en 1929, ces terrains appartiennent toujours aux propriétaires de l'ancienne seigneurie de Villemont, qui ont racheté la seigneurie de Villemont, qui est la famille d'Annetan Duhart de Villemont. La baronne s'est construire en 1929, s'est construire une ferme en forme de U
Elle est restée dans la famille des descendants du Duard jusqu'en 1949. En 49, c'est M. Lambert qui l'a acheté, donc le père du monsieur actuel. Et ça continue comme ça jusqu'à maintenant. Elle a été louée plusieurs fois à des Goffins, des Dropsy, des Chules. Et ce n'est, pour la petite anecdote, que ce n'est qu'en 1951 que l'électricité est arrivée ici. Avant, il s'éclairait à la lampe à pétrole. Bon, le calvaire de Foucherie, le Foucherie c'est l'endroit, hein. C'est le lieu dit, hein. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Foucherie, ne me le demandez pas. A été élevé après la guerre de 1914, en 1918, en remerciement que la paroisse a été épargnée par la guerre, en partie en tout cas par deux soldats qui ont été tués au front. Il a été inauguré le 28 du 8 en 18. La statue a été classée après la guerre de 40. Elle, c'est une statue de la Vierge de la médaille, la Vierge de la rue du Bac, dite de la médaille miraculeuse. Sainte Catherine Labouré, ça ne s'invente pas. Labouré. Qu'est-ce qu'il a bourré? Il y en avait une qui était à la coque, c'est pas mieux entre nous. Hein. Fille de la charité. Elle a eu des visions d'apparition de la Vierge à partir de 1830, mais elle n'en a parlé qu'à son confesseur, et ce n'est qu'après sa mort en 1876 que le confesseur a révélé qu'elle voyait la Vierge régulièrement. Et c'est comme ça que cette Vierge-là de la rue du Bac à Paris est devenue la Vierge de la médaille miraculeuse. C'est très connu pour les gens qui s'y connaissent un peu là-dedans, qui s'en occupent un peu. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut raconter sur ce truc-là. À part qu'il a été restauré il y a quelques années, mais il y avait une plaque qu'on avait restaurée, mais quelqu'un s'est amusé à l'arracher et à l'emporter chez Louis. Par là, on va. Ça arrive d'en mettre. On a des objectifs aujourd'hui. Oui, t'as pas ton vraiment. Ah oui. Bon, vous n'êtes pas loin du pont d'Aviotte, à peu près un petit kilomètre. Hein. Le pont d'Aviotte, c'est un endroit là-bas dans le fond où il y a la ligne de chemin de fer qui passe, la ligne Dinan à Tu, hein, la Tumeuse. Et il y a une espèce de pont de chemin de fer où on passe en dessous, le chemin de fer passe au-dessus. Et juste derrière ce pont, il y a un autre petit pont qui, lui, on passe au-dessus de la Chevrate. Et c'est ça qu'on appelle le pont d'Aviotte. Ce n'est pas le grand pont du chemin de fer, c'est le petit pont qui est derrière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, sous l'Ancien Régime, la paroisse de Tintigny était une grande paroisse qui englobait tous les villages de l'actuelle commune de Tintigny. Rossignol, Saint-Vincent, Bellefontaine et Tintigny. Je vous disais que la paroisse de Tintigny était une grande paroisse et une riche paroisse en même temps. Et tous les ans, ils se rendaient en pèlerinage à Aviotte. Donc les gens de Rossignol venaient jusqu'à Saint-Vincent. Ceux de Tintigny montaient Tintigny et rattrapaient les gens de Saint-Vincent, Bellefontaine et Rossignol. Il arrivait ici, il rattrapait les gens de la Hage et il allait jusqu'à Aviotte en passant par Gérouville, le dessus de Gérouville et Breux. Et puis arrivé à Aviotte, bien entendu, il y avait des cérémonies religieuses et ils revenaient comme ils pouvaient, l'un derrière l'autre. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce pèlerinage a eu lieu, puis après,
Évidemment, après la Révolution française, ça s'est fort atténué, tous ces trucs-là. Il y a toujours un pèlerinage actuel, mais quand on y va en voiture, rarement à pied. À cette époque-là, c'était à pied, évidemment. Ben, c'est tout ce que j'ai à vous raconter ici. On ne peut pas vous en dire plus. Je vais vous laisser